Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur. En prélude du mois de décembre, un mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida, nous recevons sur ce plateau les ténors, tels que le Programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites, le Comité national de lutte contre le Sida et le partenaire ONU-Sida. À cette occasion, les préparatifs vont très certes, mais leur séjour à l'intérieur du pays le mois dernier est l'objet de cette invitation. Quel modèle de traitement ces hommes certifiés ont-ils proposé au PVVH, personnes vivant avec le VIH, et quel soutien des partenaires dans la lutte? Qu'allons-nous retenir comme nouveauté de la prise en charge de VIH-Sida 2023? Toutes ces questions et tant d'autres seront éclairées sur ce plateau avec nos spécialistes de jour. Les détails dans un instant, c'est ici et maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous pouvez nous joindre dans la deuxième partie au 620 58 90 73, comme nous avons l'habitude de procéder, les questions-réponses, et nous revenons pour vous juste après, dans la deuxième partie. Merci donc pour votre fidélité et notre complice de cette émission, les rappels du thème du jour. Merci Marie Sidibé. Aujourd'hui, nous avons comme thème la prise en charge du VIH-Sida à l'intérieur du pays. Nous avons comme invité Dr Mamadou Aliou Diallo. Il est le coordonnateur national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et notre deuxième invité, c'est Dr Jap Sabouman. Il est le directeur pays ONU-Sida en Guinée. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et le troisième invité à ma droite, ici, c'est Dr Abbas Diaguité. Il est le secrétaire exécutif du CNLS, attendez, Comité national de lutte contre le sida. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci à vous. Bonsoir, chers invités. Merci donc d'avoir répondu massivement à cette invitation. Nous allons du VIH-Sida à l'intérieur du pays, mais avant la prise en charge, nous allons permettre aux téléspectateurs de comprendre qu'est-ce que c'est le VIH, les phases du VIH et le traitement. Avant de donner la parole à Maro pour d'autres questions. La première question va s'adresser à Dr Mamadou Saliou, du Programme national de lutte contre le VIH et les hépatites. On va parler un tout petit peu du thème du VIH-Sida. Merci Madame la journaliste. Alors le VIH est une maladie infectieuse qui se transmet par voie sexuelle ou aussi par d'autres voies. D'accord. Ainsi de suite. Oui. Voilà, quelques phases de VIH, docteur Diakité. Bon, merci Madame pour l'invitation. Et en ce qui concerne le VIH, d'abord pour parler du VIH, il faut parler d'abord de la porte d'entrée du VIH. C'est-à-dire la contamination, comment on peut contracter le VIH-Sida. Absolument. La première des choses, comme le Dr Aliou l'a dit, la voie sexuelle est la voie principale de transmission du sida. Mais ce n'est pas la seule voie. Il y a plusieurs autres voies qui peuvent contribuer à la contamination d'une personne saine. D'abord, par exemple, comme la contamination aussi est essentiellement sanguine, tout ce qui peut entraîner le contact du sang d'une personne infectée à une personne saine peut entraîner la transmission du sida. À titre indicatif,
Si par exemple, quelqu'un se rase avec une lame et cette personne est infectée sans qu'on le sache, et une autre personne prend cette lame derrière la personne contaminée et encore se rase avec la même lame, le risque d'être contaminé est très très élevé. D'accord. C'est comme par exemple les brosses à dents. Si une personne contaminée par le VIH se brosse avec une brosse et derrière lui encore une personne saine, innocente, utilise la même brosse, ça peut aussi entraîner la contamination. C'est par exemple aussi il y a des contaminations au niveau médical. C'est par exemple on arrive à injecter une personne infectée par le sida et malheureusement la même seringue arrive à piquer une personne saine. Si on ne prend pas des mesures rapides pour éviter que cette personne soit contaminée, la personne risque aussi d'être contaminée. C'est par exemple le cas de l'utilisation de drogues injectables. Absolument. Dans ce groupe-là, tu vas trouver 10, 20, 30 personnes qui utilisent la même seringue pour utiliser les drogues. Si ça trouve dans ce groupe-là qu'il y a une seule personne contaminée, il peut contaminer tout le reste. Donc, ça c'est à titre indicatif. Très bien. Nous avons écouté avec intérêt Dr Abbas Diakité, coordinateur du programme Comité national de lutte contre le VIH-Sida, le CNLS. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce qui nous réunit cet après-midi, la prise en charge du VIH à l'intérieur du pays. C'est-à-dire la crème des programmes, notamment le PNLS et le CNLS, ainsi que le partenaire, vous étiez à l'intérieur. Alors, on commence par Dr Saliou, Dr Diakité du comité. Alors, racontez-nous un tout petit peu c'est que toute la crème du programme, du comité ainsi que vos partenaires, vous étiez allés faire aux côtés des personnes vivant avec le VIH dans la prise en charge à l'intérieur. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez apporté comme nouveauté dans la prise en charge à l'intérieur? Merci Madame Marie Sidibé. Moi, je parlerai plus large que la prise en charge, parce que la lutte contre le sida ne se résume pas uniquement à la prise en charge. Absolument. Oui. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans la lutte contre le sida. Donc, la prise en charge n'est qu'un maillon parmi tant d'autres. Donc, effectivement, nous avons sillonné les 7 régions administratives du pays. Et comme vous avez vu, il y avait le CNLS, c'est-à-dire le Comité national de lutte contre le sida. C'est la structure que le gouvernement a mis en place pour coordonner l'ensemble des interventions de lutte contre le sida et faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Et cette structure est présidée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, qui en est le président. D'accord. Donc, nous travaillons avec nos partenaires. C'est pourquoi le CNLS était présent, le programme national de lutte contre le sida était présent, les partenaires tels que l'ONU-SIDA, les Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé, la société civile étaient tous présents vraiment pour toucher au bout du doigt les réalités de la lutte contre le sida en Guinée profonde. Donc avant de faire ce déplacement, nous nous sommes fixés quand même des objectifs. C'est vrai que les missions de supervision sillonnent le pays régulièrement, mais un adage dit voir une fois est toujours mieux qu'entendre 1000 fois. C'est pourquoi on a décidé, nous tous, sans tabou, aller voir les réalités, donc évaluer ce qui se passe à l'intérieur du pays en matière de lutte contre le sida, et s'il y a des difficultés, essayer de remonter ces difficultés. Mais spécifiquement, nous sommes partis d'abord pour apprécier la qualité des services en matière de lutte contre le sida. Comme vous le savez, le gouvernement guinéen a opté pour la gratuité de tout ce qui est lié à la lutte contre le sida. Quelqu'un veut connaître son statut sérologique, vous allez dans n'importe quelle structure sanitaire, normalement vous ne devez rien payer et ça doit se faire dans la confidentialité et la dignité. Et quelqu'un a le sida, il a besoin de médicaments, il peut aller aussi dans n'importe quelle structure sanitaire pour
avoir son médicament sans payer rien. Mais ça, c'est la vision du gouvernement. Et c'est ce qui se doit. Et aussi le suivi biologique des malades, ça doit se faire aussi gratuitement. Donc, parfois, il faut aller voir les prestataires qui sont sur le terrain. Est-ce qu'ils sont sur la même ligne que le gouvernement? Donc, c'est pourquoi nous sommes partis vérifier ça. Également, pour que la lutte contre le sida soit effective dans un pays, il y a des services que le gouvernement et ses partenaires ont mis en place dans tout le pays. Donc il faut voir aussi, est-ce que ces services sont fonctionnels comme ça se doit. Premièrement, c'est le dépistage volontaire et anonyme. Et des centres ont été mis en place dans la plupart des structures sanitaires pour que la population puisse venir librement faire son test et en fonction des résultats du test soit orienté. Soit si tu es positif, tu vas dans une structure pour prendre les médicaments. Si tu es négatif, tu adoptes des comportements sains pour ne plus être positif. Donc on est parti vérifier est-ce que ce dépistage volontaire est effectif en Guinée et surtout en Guinée profonde. Deuxième chose, on est parti voir aussi est-ce que la prévention de la transmission mère-enfant du sida. Parce qu'aujourd'hui, avec le développement de la technologie, nous ne pouvons dire que c'est un crime qu'une femme enceinte séropositive arrive à transmettre le sida à son enfant, c'est-à-dire l'enfant qui est dans son ventre, parce que les moyens sont là pour éviter que cette femme séropositive mette au monde un enfant indemne du sida. Et si son mari n'est pas infecté, les mêmes moyens sont possibles aujourd'hui qu'il y ait des contacts intimes entre la femme et son mari sans que son mari soit contaminé. Donc ce programme-là aussi, le gouvernement et ses partenaires, ils ont mis ce programme en place. Donc il fallait aussi qu'on vérifie comment ce programme fonctionne. Également, le gouvernement et ses partenaires, ils ont mis en place des structures de prise en charge, le Dr Ali va en parler plus largement, pour que tout malade en Guinée ayant le virus du sida, tu puisses avoir ton traitement et gratuitement, sans problème. Parce qu'aujourd'hui, la science a prouvé que quand une personne vivant avec le VIH prend correctement son traitement, dans l'intervalle de 6 mois, 1 an, ta charge virale devient indétectable. Et si la charge virale est indétectable, ça veut dire que tu ne représentes plus un risque, non seulement pour ton conjoint ou bien ta conjointe, mais aussi pour la communauté. Donc, tu peux te marier sans contaminer ton mari, tu peux faire des enfants sans que ces enfants soient contaminés. Donc, on est parti aussi voir si cela est effectif. Également, le suivi biologique des malades. Le suivi biologique des malades se fait à 2 niveaux. Premièrement, c'est les compteurs CD4. Cela permet d'évaluer le succès thérapeutique, c'est-à-dire le succès du traitement. Parce que vous allez mettre un malade sous traitement aujourd'hui. Il a un taux de charge virale, par exemple, de 200 à 300. Dans 6 mois, 3 mois, vous devez évaluer sa charge virale et son taux de CD4. Si vous trouvez, par exemple, que le taux de CD4 a évolué de 300 à 500, 800, ça veut dire que c'est un bon traitement, il faut continuer. Mais si vous voyez, par exemple, au lieu que ça soit 300, ça descend à 200 ou 150, ça veut dire que ce traitement n'est pas bon, il faut changer. C'est ainsi que nous parlons de la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, etc. Naturellement, qui coûte plus cher que la première ligne. Donc, il y a aussi la charge virale. La charge virale, ça nous permet de connaître quelle est la quantité du virus dans le corps d'une personne qui porte le virus. Il arrive à un moment, si la personne prend correctement son traitement, cette quantité devient indétectable. Et une fois que c'est indétectable, ça veut dire que vraiment on est sur le bon chemin et la personne peut vivre, si c'est 100 ans que Dieu a décidé pour lui de vivre 100 ans, il peut vivre sans problème et il ne contamine personne. Donc voilà un peu, en plus de ça, ça c'était un peu sur le plan opérationnel, mais il y avait aussi une mission, disons, de plaidoyer de haut niveau auprès des autorités, des partenaires locaux. Vous savez, avant la communauté internationale, le gouvernement, il n'avait pas beaucoup de priorités auxquelles il faisait face. Donc, tout le monde était focalisé sur le sida et il y avait les moyens pour financer la lutte contre le sida. Mais malheureusement, ces derniers temps,
les priorités se sont multipliées. Tout le monde a vu l'avènement d'Ebola, l'avènement du coronavirus, choléra, ainsi de suite. Et tout ça, ça concerne la même population. Donc, et c'est les mêmes moyens, on ne trouve pas d'autres moyens. Donc, cela a entraîné une diminution de la contribution des partenaires, une diminution même de la contribution du gouvernement pour faire face à ces épidémies. Mais c'est au détriment du sida, de la lutte contre le sida. Nous, en tant qu'acteurs responsables de la lutte contre le sida et nos partenaires, nous avons réfléchi qu'il faut changer de stratégie et de paradigme. En faisant quoi? En pensant à une mobilisation locale, c'est-à-dire il y a une possibilité qu'au niveau de chaque région, qu'ils arrivent à mobiliser de l'argent, et l'argent mobilisé ne vient pas à Conakry ou dans d'autres régions. Ça sert à contribuer au financement local. C'est la même chose au niveau des préfectures, au niveau des collectivités, ainsi de suite. Donc nous sommes partis porter ce message-là au gouverneur, au préfet et aux maires et aux collectivités, pour ne citer que là. Et nous avons eu vraiment un accueil favorable de leur part. Et ils se sont engagés, par exemple, de prévoir des lignes budgétaires chaque année dans leur budget annuel de développement pour pouvoir contribuer au financement de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, les personnes vivant avec VIH, on s'est battu pour non seulement les garder en vie, mais pour les donner la santé. Ils peuvent tout faire maintenant, mais ils ne veulent pas être des mendiants dans la rue. Donc, et ils n'ont pas les moyens. C'est pourquoi il est extrêmement important de développer des activités génératrices de revenus en leur faveur pour qu'ils soient autonomes. Mais cela ne se fait pas sans moyens. Donc, si par exemple, au niveau des communautés, un maire, un préfet, un gouverneur lance un appel à un opérateur économique de la localité, à une société, et qu'ils arrivent à contribuer à une sorte de levée de fonds, cette contribution peut contribuer à au financement de la lutte contre le sida localement. Donc on était parti aussi livrer ce message-là à tous les niveaux, et nous pensons que ces autorités nous ont compris. Et nous avons aussi rencontré tous les partenaires locaux et livré le même message. Ils sont engagés aussi à dire, pour ne pas que ce soit la vache laitière seule qui contribue au financement maintenant. Très bien. Alors, nous allons nous tourner vers nos autres invités, notamment docteur Job Sabouhan, qui est le partenaire, disons, privilégié du programme. En tout cas, sur ce plateau, vous êtes le partenaire. Parlez-nous un peu de votre contribution lors de votre séjour à l'intérieur du pays rapidement. Et puis, on revient à docteur Saliou pour nous parler un peu des structures de prise en charge rapidement. Merci bien, madame. Merci de bien vouloir nous donner cette opportunité de parler du rôle que l'ONU-SIDA joue en matière d'appui à la lutte contre le VIH-Sida. L'ONU-SIDA est un programme mis en place par le secrétaire général des Nations Unies pour faciliter et accompagner les pays dans la mise en œuvre des engagements que les chefs d'État et de gouvernement ont pris lors d'une assemblée générale des Nations Unies dans une session spéciale en 2001. Cet engagement est renouvelé tous les 5 ans. Et le dernier engagement renouvelé, ça date de juin 2021. Et cet engagement veut dire tout simplement qu'il faut que les pays mobilisent des ressources nationales et que les pays renforcent la contribution des communautaires en les capacitant à accompagner la lutte contre le VIH-Sida. Dans ce programme, chaque agence du système des Nations Unies a un rôle à jouer selon ses avantages comparatifs, selon leur expérience et leur expertise. Donc si on prend chaque agence du système des Nations Unies, il y a ce que nous appelons la division du travail. Et le rôle de l'ONU-SIDA comme secrétariat, c'est de coordonner tout l'appui du système des Nations Unies à la lutte contre le VIH. L'ONU-SIDA a pour rôle, en dehors de cette mise en œuvre de l'engagement des pays, de mobiliser les ressources qu'il faut, de mobiliser les partenaires
Quand nous parlons de ressources, nous parlons de ressources financières, ressources humaines, la logistique qui suit, ainsi de suite. Donc voilà le rôle de l'ONU-SIDA. Et ce rôle au niveau de la Guinée ici, ça nous permet de travailler avec tous les partenaires, ce qui a fait que nous avons participé au nom de tous les partenaires à cette mission que le secrétaire exécutif du CNLS a détaillé tout à l'heure. Vous voyez, nous sommes accompagnés bien sûr des autres partenaires. Il a cité MSF qui était avec nous. Il y a l'OMS qui était avec nous sur le terrain. Il y avait d'autres partenaires qui ont contribué, tels que le Plan international Guinée, qui a donné les moyens logistiques et financiers pour accompagner ce processus. Cette mission, nous saluons vraiment ce que nous avons découvert sur le terrain. Nous allons revenir plus tard sur cela, parce que ça nous a permis de voir ce qui se passe en réalité, de corriger ce que nous pouvons corriger sur le champ, et comme on appelle en anglais take home, ce que nous pouvons prendre pour retourner chez nous, travailler sur cela, pour que la lutte contre le VIH soit une réalité, et que d'ici 2030, comme 5 autres pays de l'Afrique, la Guinée puisse dire nous avons mis fin au VIH-Sida comme problème de santé publique. Très bien. Marouf, Non, moi j'ai une question pour Dr Mamadou Aliou du programme. Parce que là, cette mission à l'intérieur, franchement, je vous dis, c'est une aubaine. Parce que là, il fallait cette mission. Est-ce qu'au cours de cette mission, vous avez pensé déjà à la distance de ces patients atteints du VIH-Sida, parce que là, il faut se déplacer d'une localité à une autre localité pour le traitement. Est-ce que vous avez déjà pensé la proximité des centres de prise en charge, parce que là, il est important d'en parler. Absolument. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, avant de répondre directement à votre question, il faut que je vous explique qu'est-ce que c'est que le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Nous vous écoutons, docteur. Le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites a été créé par un arrêté ministériel le 22 octobre 2003 et qui a été modifié par un autre arrêté le 12 avril 2018. Quelle est la mission du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites? Le programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites a pour mission la mise en œuvre de la politique sectorielle programmatique du ministère de la Santé en matière de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Voilà la mission du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Pour accomplir cette mission, le programme national de lutte contre le VIH-Sida comprend une coordination nationale, une administration financière, des assistants techniques, un pool d'assistants techniques, des unités techniques et des comités médicaux techniques. C'est ça la mission exacte du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Pour revenir maintenant à votre question. Alors, ça c'est une question qui est déjà abordée. Les malades, comme on le dit, les malades ont fait en sorte que les malades soient proches de leur poste de santé. À ce jour, la Guinée dispose des sites de prise en charge au niveau de toutes les préfectures. Je vous donne le nombre de sites de prise en charge dont dispose la Guinée présentement. C'est 203 sites de prise en charge. Et ces sites de prise en charge se trouvent au niveau national, au niveau des hôpitaux nationaux, au niveau des hôpitaux régionaux, au niveau des hôpitaux préfectoraux, au niveau des centres de santé, des postes de santé, des centres de santé confessionnels, des centres de santé communautaires. Alors, si je prends un exemple, un centre de santé qui se trouve à Yukunkum, un malade séropositif vivant avec le VIH-Sida, même s'il se déplace à des milliers de kilomètres pour venir prendre son traitement, nous avons institué un traitement pour les malades comme ça stable. Par exemple, on leur donne pour 3 mois de traitement ou 6 mois de traitement. Ça, c'est pour éviter... Des vases. Exactement. À ce niveau, ce problème-là est déjà réglé.
je crois. D'accord. Alors, lorsque Marouf parle de la proximité des centres de santé ou les centres de prise en charge, il faut rajouter aussi la disponibilité des entrées. Il ne faut pas qu'on se déplace de longue distance et que l'on arrive, qu'on ne soit pas ravitaillé de ces produits antirétroviraux, etc. et les antibiotiques qui vont avec. Alors, à ce jour, il faut qu'on remercie le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers. Les médicaments utilisés dans le traitement du VIH-Sida, les médicaments là sont disponibles. C'est pour cela que je commence par remercier le gouvernement guinéen et les partenaires techniques et financiers. Actuellement, il n'y a pas de rupture. Nous avons tous les médicaments utilisés dans le traitement du VIH-Sida. Pour ce qui est de rupture, on n'en parle pas pour le moment depuis un certain nombre de mois. On peut dire que depuis le début de l'année. Il n'y a pas de rupture. Le malade, il se déplace à des milliers de kilomètres, il peut venir prendre son médicament au centre de santé, au poste de santé ou au niveau des... nous avons des postes de distribution communautaire qu'on appelle les PODI. Les PODI, oui. Les PODI qui rapprochent les soins aux patients. Et ça, c'est disponible aussi. Donc, pour ce qui est de la disponibilité des intrants, la disponibilité des médicaments, des antirétroviraux, nous en avons. Les agences PCG de l'intérieur en disposent. Présentement, il n'y a pas de rupture. Marouf, une question, et puis moi, je reviens au docteur Diakité. Docteur Abbas a quelque chose à rajouter? Oui, concernant la question de proximité de nos services aux malades, je voudrais vous faire d'abord un rappel historique. Allez-y, docteur. Au départ, la prise en charge du sida était payante dans notre pays et les produits coûtaient excessivement cher. Donc le gouvernement s'est battu avec ses partenaires d'abord pour rendre le traitement gratuit sur toute l'étendue du territoire. À ce niveau, docteur, est-ce que lors de votre séjour à l'intérieur, vous avez observé que la gratuité est effective à l'intérieur du pays comme à Conakry? La gratuité est effective. On a tout vérifié et on interrogeait même parfois des malades pour savoir si quelqu'un ne les demande pas de l'argent. Donc, le premier pas, c'était la gratuité. Ensuite, quand il y avait la gratuité, il fallait assurer aussi la disponibilité. Cette disponibilité n'était pas partout. C'était les grands hôpitaux, par exemple les hôpitaux nationaux, les hôpitaux régionaux. Nous avons dit que ça ne peut pas aller comme ça, il faut aller de loin. Et il y a une nouvelle décision maintenant pour rendre la prise en charge dans toutes les préfectures. C'est-à-dire, mais c'était uniquement les hôpitaux préfectoraux. On a évolué encore, au lieu que ce soit les hôpitaux préfectoraux, maintenant les centres de santé, nous avons encore intégré les centres de santé. Sinon, les centres de santé ne faisaient que le dépistage et la prévention de la transmission, mais du sida. Donc également, il vient de parler de produits. Maintenant, ça c'est vraiment un traitement communautaire. Ce sont les malades même qui gèrent ce centre, qui distribuent les médicaments à eux-mêmes. Ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un agent de santé qui fait. Donc il y a eu beaucoup d'efforts quand même par le gouvernement guinéen et ses partenaires pour rendre disponibles et accessibles ces produits à la population. Très bien. On peut ajouter. Donc, Dr Diop, on va revenir toujours sur l'appui des partenaires. Oui. Vous avez parlé de MSF, vous avez parlé du plan international et vous avez parlé aussi des agences du système des Nations Unies. Et c'est déjà avec cette mission, comment vous avez trouvé effectivement si le financement de ces partenaires est vraiment appliqué sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. C'est une question très importante. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de l'engagement renouvelé en 2021. Cet engagement met l'accent sur sa concrétisation par le financement national. Ça ne veut pas dire, je mets un accent dessus, que les partenaires ont reculé. Ils ont joué un rôle. On a parlé des avancées tout à l'heure. C'est beaucoup de ressources mobilisées pour ça. De 18 comprimés, 22 comprimés par jour, on est passé à un seul comprimé maintenant par jour. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, c'est le patient même qui se prescrit les ARV. Vous avez parlé de proximité. Quelqu'un qui va faire son test, il y a même ce qu'on appelle l'autotest. Tout ça là, c'est des avantages. Je fais mon test en cachette, je suis positif, je vais voir un médecin. Ah, on m'a dit que quand je suis positif, je dois prendre des ARV. Je veux prendre mes ARV. Le rôle de médecin est très simplifié. Il refait le test pour vérifier, contrôler et s'assurer que c'est vraiment ça.
Et maintenant, ils donnent les médicaments. C'est comme si c'est le patient même qui se prescrit le médicament. Est-ce que vous voyez? L'autre chose, au niveau central ici, nous mettons l'accent sur la démédicalisation. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé de charge virale. Avant, c'était de grandes machines, que nous n'avions même pas assez à ça. Mais aujourd'hui, pour la charge virale, il y a des machines, de petites machines qu'on appelle MPIMA. Même un menuisier, je vous dis un menuisier, tout simplement quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'école, peut faire ce test avec ces machines aujourd'hui. Et directement, cette machine transmet son résultat à son médecin. Est-ce que vous voyez? Donc il y a ces avancées-là. Maintenant, quel est le rôle des partenaires aujourd'hui? Si les partenaires arrivent vers les autorités, que ce soit autorités nationales, que ce soit autorités décentralisées, au niveau des gouvernorats, au niveau des préfectures, au niveau des mairies, et que ces autorités soulèvent la lutte contre le VIH comme une priorité, les partenaires vont soutenir. Donc, c'est comme si c'est au gouvernement maintenant de fixer, c'est aux autorités nationales de fixer leur autorité. Qu'est-ce que nous avons observé au niveau des régions? Mes observations, je les ai classées par groupe de personnes que nous avons rencontrées. Par exemple, au niveau des autorités politico-administratives, là je parle des gouverneurs, je parle des préfets, je parle des maires. Ils nous ont dit clairement que pour eux, on ne parle plus du VIH-Sida. Ils n'entendent plus parler, ils ne voient plus les panneaux. Et chacun d'eux, ce qui est intéressant, dans le temps, ils ont joué un rôle à des degrés divers. Mais depuis, ils ont relâché. Par exemple, le gouverneur, comme vous savez, ils ont été renouvelés. Il ne sait pas qu'il est le président du comité régional de lutte contre le sida. Ils viennent de prendre le pouvoir. Le comité, la coordination régionale ne les a pas encore approchés pour leur expliquer les choses. Mais quand on leur parle de ça, on sent une volonté de faire quelque chose. Et ils nous disent clairement, nous avons les moyens et nous allons les mobiliser. On leur a donné quelques chemins, quelques orientations pour cette mobilisation locale. Donc ce travail va se faire désormais avec le suivi du CNLS, avec l'accompagnement du CNLS, pour que la lutte contre le VIH-Sida soit une lutte locale, avec les moyens locaux. C'est possible. Je vous ai parlé de 5 pays africains qui ont déjà éliminé. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est possible. La Guinée a les moyens, même sans les partenaires, de finir avec le VIH-Sida. C'est très important de le dire. Nous avons senti cet engagement, nous avons senti cette volonté, nous avons senti, les autorités même nous ont montré les pistes qu'il faut. Au niveau des autres structures, si on prend les centres de santé et autres, il y a de petits problèmes qu'on a réglés. Vous avez parlé tout à l'heure d'intrants, de rupture d'intrants et autres. Docteur Aliou l'a bien dit, ce n'est pas les médicaments qui manquent dans le pays, mais il y a de petits problèmes de gestion, surtout au niveau de la communication. De telle manière que le patient peut venir dans un centre de santé, on lui dit qu'il n'y a pas le médicament. Ce n'est qu'une rupture. Dans ce cas de figure, à qui le patient doit se référer à qui lorsque au niveau du service on lui dit qu'il n'y a pas d'intrant, il n'y a pas son médicament antirétroviraux, à qui il doit se référer? Il y a des dispositifs d'accompagnement. D'abord, même le réseau des personnes vivant avec le VIH. Il y a le comité régional de lutte contre... Il y a un numéro disponible pour... oui, il y a des numéros. Le PNLSH a des numéros. Les centres de santé ont des numéros. Et je pense que sur ça, on a réglé pas mal de problèmes. C'est là même l'intérêt de cette supervision. Et nous allons mettre en place maintenant un système pour régler tous ces problèmes. Ce qui est intéressant, et pour cette mission supervision, ce n'est pas les supervisions qu'on fait, on va faire des recommandations. Pour l'ONU-SIDA, il n'y a pas de recommandations. C'est un plan d'action que nous allons faire avec des indicateurs précis, avec des responsabilités bien précisées, et suivre la mise en œuvre de ce plan d'action. Ce n'est plus question. Nous arrivons à la deuxième partie de l'émission.
Docteur Diakité. Voilà, docteur Ali qui veut ajouter quelque chose. Nous vous écoutons et puis nous revenons à docteur Diakité. On va laisser dans le même sens que docteur Job. D'accord. Il a parlé ici de la charge virale des appareils imprimants portatifs. Je vous donne cette bonne nouvelle. Il y a l'UNICEF qui vient d'offrir, à partir de 2024, on aura 35 sites qui auront des imprimants. Chaque site aura un appareil imprimant. C'est l'appareil qui permettra d'arriver à la charge virale. Exactement. Et là, c'est au niveau des sites PTME. Et c'est pour résoudre quoi? Le problème des malades qui sont éloignés, en campagne, comme vous l'avez dit tout de suite là, cette distance-là. Et le plus souvent, les malades qui sont éloignés des centres de santé, ils n'ont pas la possibilité de faire leur charge virale. Docteur Aliou, à ce niveau aussi, on peut parler de gratuité, là? C'est gratuit. La charge virale, elle est gratuite. Toutes les prestations qui se font au niveau des centres de prise en charge de VIH sont gratuits. Il faut que je le réitère, je le dis à tout le monde, à qui veut l'entendre, tout est gratuit. Le test de dépistage est gratuit. La dispensation des ARV est gratuite. La charge virale qu'on fait au niveau du laboratoire ou les compteurs CD4, tout est gratuit. D'accord. Voilà. Nous sommes d'accord et effectifs sur la gratuité des médicaments. Je retiens un mot, Marouf, avant de poser la question, avant de laisser les téléspectateurs poser la question. Docteur, vous avez dit, vous avez essayé de faire des plaidoyers à l'intérieur au niveau des responsables et vous invitez également la population à créer des activités génératrices de revenus. Alors, comment est-ce que vous invitez la population à ces activités pour contribuer à la mobilisation des fonds? En fait, quand on dit la population ici, c'est une population spécifique. Oui, c'est cette population dont je parle. C'est la population des personnes vivant avec VIH. D'accord. Eux, ils ne sont pas directement concernés par la mobilisation, mais ils sont des bénéficiaires des ressources mobilisées. Obtenues, d'accord. C'est ça. Ok. Marouf, la question est... Non, la question revient à Dr Aliou. Vous avez parlé de l'autodépistage, je crois, j'ai bien. Il y a sûrement, avec l'OMS, il y a l'adoption ou la validation d'un document qui parle un peu des normes et des procédures de prise en charge. Parlez-nous un peu de ce document parce qu'il rentre dans la prise en charge, dans tout ce qui est prise en charge du VIH, surtout piloté par le programme. Effectivement. Et nous avons le nouveau document de politique, normes et procédures de prise en charge du VIH. Effectivement. Alors, pour la révision de ce document, nous avons eu l'appui de l'OMS. Et ce document, il est maintenant disponible. Pas plus tard qu'avant-hier, nous avons tenu un atelier pour la dissémination de ces éléments-là au niveau des structures de prise en charge. La dissémination de la politique et normes et procédures. Ce document-là doit rejoindre les régions bientôt et dans les sites de prise en charge. C'est avant-hier qu'on a clôturé cet atelier-là à l'hôtel Kamayenne. J'étais présent. Alors, c'est une manière de nous dire qu'il était donc à cela. Donc, avant de laisser les téléspectateurs nous appeler, on va rappeler le thème, parce que l'émission, c'est un produit de mois de décembre qui est dédié carrément à la lutte contre le VIH-Sida. Docteur Job, est-ce qu'on peut connaître un peu le thème, on peut avancer le thème de cette année du VIH-Sida? Effectivement, la journée du 1er décembre est dédiée à la lutte contre le VIH-Sida. Ce n'est pas spécifiquement cette journée, c'est pratiquement tout le mois. Et moi, je dirais la lutte contre le VIH, c'est tous les jours. D'accord. Donc, pourquoi pas toute l'année d'ailleurs? C'est tous les jours, toute l'année. Voilà. Bon, cette année, comme l'ONU-SIDA, dans son rôle d'accompagnement des pays, a proposé un thème qui est en lien direct avec cet engagement pris en 2021. C'est laisser la communauté diriger. D'accord. Parce que tous les progrès qu'on a eus aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la communauté. Et quand on parle de la communauté, c'est la société civile en général. Et à l'intérieur, nous avons le réseau des personnes infectées et affectées par le VIH. Les populations clés
toute la société civile en général, parce qu'il s'agit des droits de l'homme. Donc le thème cette année, je répète bien, c'est laisser la communauté diriger. Le secrétaire exécutif du CNLS est là. Je pense que le pays a déjà accepté ce texte parce que pour l'ONU-SIDA, c'est une proposition au pays. Le docteur Abbas peut rentrer dans les détails, mais je suis sûr que vous allez encore nous inviter pour parler de la journée mondiale de lutte contre le sida. Est-ce qu'on peut laisser les téléspectateurs? Docteur Abbas, vous avez une question. Docteur Ali, vous avez une question? Ou bien on attend, on prend quelques invités? Moi j'ai une question pour docteur Abbas. Bon, les téléspectateurs appellent Marouf. On va prendre quelques appels. On va laisser docteur, après tu vas poser ta question. Allô? C'est parti. Okay. Tu peux enchaîner. Docteur Abbas, on parle de 3,95. 3,90. Non, 3,95. Maintenant, c'est le 3,95. Alors, on avance. Où en sommes-nous actuellement en Guinée? Ok. Pour parler des 3,95, il faut dire d'abord aux spectateurs les 3,95 représentent quoi? Le premier 95, c'est un objectif que l'ONU-SIDA souhaite que la communauté internationale atteigne. C'est-à-dire, quand vous prenez une population de 100 personnes, le souhait aujourd'hui est que parmi les 100 personnes, au moins 95% connaissent le statut sérologique. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième 95, c'est par rapport au traitement. Parmi les 95% qui connaissent leur statut sérologique, et il faut aussi les mettre sous traitement, c'est-à-dire 95% d'entre eux soient sous traitement. Troisième 95, c'est que aussi, parmi les 95% qui prennent leurs médicaments correctement, il faut que la charge virale soit indétectable parmi les 95. Donc, pour l'atteinte de ces objectifs, effectivement, le gouvernement guinéen et ses partenaires sont en train de se battre pour que nous soyons au rendez-vous. Nous sommes beaucoup avancés en la matière. Les chiffres vont venir après. Et vous, la prévalence actuellement du VIH-Sida? Alors, on va parler un peu de la situation épidémiologique. La prévalence... Docteur, il y a un téléspectateur qui a dit question. On le prend et puis on revient. D'accord, ça marche. Allô, oui. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est le commandant Mohamed Lamine Sida. D'accord. Je vous appelle depuis Tablé. Ok. Je dis bien bonsoir à tes invités aussi. Merci, à vous. J'ai 4 questions, presque 5 questions à poser à tes invités. Très rapidement, commandant. Ok. Bon, ma première question, c'est pour me demander dans quel milieu on peut facilement attraper le VIH-Sida. D'accord, rapidement. Première question. D'accord. Deuxième question, la gonococcie est-il la porte du VIH? Gonococcie est-il la porte du VIH? Oui. Ouais. Deuxième question. Quelqu'un qui a le VIH, quel est l'impact sur le malade? L'impact du VIH sur le... Voilà. L'impact du VIH sur la personne. Question. D'accord. Les mesures. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Quatrième question, les mesures pour éviter le VIH. Cinquième question, quelqu'un qui a le VIH, comment on peut le sensibiliser pour qu'il puisse, être stable dans sa tête? D'accord. Parce que il y a les gens, si une fois que le docteur lui confirme qu'il y a le VIH, alors il est paniqué. Il est paniqué, il ne sait pas maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Alors le docteur lui dit ça, quel est son rôle pour que le malade soit quand même stabilisé dans sa conscience. D'accord. Alors voilà les questions que je pose. Nous vous remercions, commandant Silla, d'avoir appelé et de nous poser tant de questions pour nos téléspectateurs. Alors, docteur Aliou va répondre à ces questions. Bien sûr. Nous vous écoutons. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci beaucoup à commandant. D'accord, oui, commandant. Commandant. Commandant Silla. Commandant Mohamed Lamine Silla. La première question, il dit le milieu dans lequel on peut se contaminer. Oui, oui. Alors, la contamination la plus rapide, c'est par voie sexuelle. C'est les rapports sexuels. Docteur Abbas l'a dit tout de suite là.
Et il y a un autre moyen de contamination, c'est l'accident avec exposition à du sang. Par exemple, les piqûres avec les objets tranchants. Ça, c'est l'une des voies de contamination. Ce sont les voies de contamination les plus fréquentes. Et beaucoup plus fréquentes encore, sont les rapports sexuels non protégés. Il faut qu'on spécifie les rapports sexuels non protégés. Ça, c'est la voie de transmission la plus fiable et rapide. Très bien. Alors, la deuxième question, est-ce qu'une personne présentant la gonocoxie peut être une porte d'entrée du VIH? Bien sûr. D'accord. Oui, la gonocoxie peut être une porte d'entrée du VIH. D'accord. Oui. La troisième question. La troisième question, l'impact du VIH sur l'individu. Sur l'individu. Alors, vous avez la première des choses, c'est un impact purement social. Tout dépend de la personne. Comme on le dit le plus souvent, la stigmatisation, l'ignorance peut tuer. Et pour éviter cela, il faut que la personne, à ce jour, le sida n'est plus une fatalité. Le sida ne tue pas. Qu'est-ce qui tue? C'est l'ignorance, la stigmatisation, et si la personne se met à l'écart. Voyez. Et maintenant, pour que la personne, il faut que la personne soit dans le milieu social, la personne se rapproche des centres de santé. Au niveau de chaque centre de santé, de chaque site de prise en charge, nous avons des APS. Les APS, c'est les agents psychosociaux. C'est ceux-là qui sont censés de sensibiliser, d'informer le malade sur la maladie et comment le malade doit se comporter, comment il doit prendre des médicaments et comment il doit se comporter dans son milieu familial. Donc, il faut que le malade se rapproche du poste de santé ou du centre de prise en charge pour qu'il ait des conseils avec les assistants psychosociaux. Très bien. Alors, les mesures... La sensibilisation. La sensibilisation. Alors, c'est capital. Au lieu de traiter, il faut prévenir. La prévention, c'est d'abord la sensibilisation. Il faut sensibiliser. Et nous avons des agents au niveau des structures de santé qui sensibilisent. Par exemple, nous avons le point, je viens de le dire, les assistants psychosociaux. Leur rôle, c'est quoi? C'est de sensibiliser les malades. D'accord. On a un autre appel, on va prendre celui-là et puis on va laisser nos téléspectateurs nous dire allô? 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 C'est parti. Bon, je peux revenir sur un aspect, rapidement. Oui, rapidement. Un aspect très important. Et si j'ai un conseil à donner au commandant Mohamed Lamine Silla, aujourd'hui, lutter contre le VIH, c'est d'abord connaître son état sérologique. C'est à partir de là que tout commence. Si vous êtes négatif, vous n'avez pas le virus, il y a des comportements qu'on va vous dire d'avoir. Si vous êtes positif, vous avez le virus dans votre corps, il y a des choses que vous allez faire. Et aujourd'hui, je peux dire que le VIH n'a plus d'impact sur quelqu'un qui est infecté. Avec la nouvelle technologie aujourd'hui, vous avez le VIH, l'essentiel c'est de savoir que vous l'avez, allez chercher votre traitement et d'ici vous pouvez, si c'est une femme, elle peut donner naissance à un enfant qui n'a pas le VIH. Si c'est une femme, elle peut ne pas contaminer son mari. Et si c'est un homme, il peut ne pas contaminer son épouse. On est pris par le temps. La prévalence. Oui, docteur, rapidement la prévalence. Permettez-nous de... Voilà, permettez-nous. Générale est de 1,5%. Ça, c'est pour toute la Guinée. Alors, au niveau des régions, je peux vous donner ça rapidement. La région de Bokeh a le taux de prévalence le plus élevé, 2%. D'accord. Après vient la région de Kindia, 1,8%. Et puis la région de Labé, 1,6%. La région de Zérékoré, 1,5%. Farana, 1,2%. Mamou, 1%. Et la région où le taux de prévalence est très faible, c'est la région de Kankan, 0,7%. Ça veut dire que Bokeh est la région où le taux de prévalence est plus élevé, 1%. Et Conakry, c'est 1,7%. Très bien. Je rappelle que nous étions avec Dr Mamadou Aliou Diallo, coordinateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida et les hépatites. Et Dr Abbas Diakité, secrétaire exécutif du comité national de lutte contre le Sida. CNLS et Dr Job Sabouran. Alors, il est le directeur pays Onicida Guinée-Conakry, partenaire qui était avec nous, qui a partagé donc ce dimanche
sur le thème la prise en charge du VIH-Sida. Maro, tu ne peux pas rappeler le thème de la semaine prochaine car nous sommes pris par le temps. Donc nous vous retrouvons, cher public de Dites-moi tout, docteur. Rejoignez sur nos différentes plateformes digitales. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler d'autres problématiques dans cette émission. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne tous les dimanches. Merci à MSF également.